Elle lavait le sol d'un hôpital, sans savoir que l'homme qu'elle effleurait du regard était son père, un milliardaire qu'elle n'avait jamais connu. Avant que l'histoire ne commence, laisse un like, abonne-toi si tu crois encore aux coïncidences, et dis-moi en commentaire, crois-tu au destin ou simplement à un hasard trop bien orchestré? Parce que ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est un souvenir qu'on a voulu effacer. La nuit sentait le désinfectant et la pluie. Dans le couloir vide du service de réanimation, les néons vacillaient au-dessus du sol fraîchement lavé. Elle passait la serpillière avec des gestes lents, précis, presque rituels. Elle s'appelait Clara, 47 ans, invisible aux yeux de tous, sauf du vieux chariot métallique qui grinçait derrière elle comme un compagnon fidèle. Chaque soir, elle entrait dans cet hôpital comme on entre dans une cathédrale silencieuse. Les machines murmuraient des prières électroniques, les respirateurs chantaient doucement pour ceux qui n'avaient plus la force. Et elle, discrète, recueillait les miettes de cette humanité en fin de route. Clara n'avait jamais connu son père. Sa mère disait simplement « il est parti avant de savoir ». Une phrase qu'elle avait entendue 1000 fois, sans jamais oser demander quoi il aurait dû savoir. Alors elle avait appris à ne rien attendre, à vivre pour le travail, pour l'ordre, pour ce sol qu'elle faisait briller chaque nuit comme une promesse qu'on tient à soi-même. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Dans la chambre 314, les rideaux n'étaient pas tirés. Le patient, un homme très âgé, dormait avec difficulté. Un visage creusé mais noble, entouré d'appareils qui bipaient à intervalles réguliers. Sur la table de chevet, une montre en or, un portefeuille de cuir usé et un dossier médical sur lequel elle aperçut un nom, Henri Valmont. Elle ne sut pas pourquoi ce nom la frappa. Peut-être parce qu'il sonnait comme un écho d'une autre vie. Peut-être parce qu'elle l'avait déjà entendu, murmurer quelque part dans son enfance, entre deux silences de sa mère. Elle resta là, un instant, figée, la serpillière immobile. Son regard glissa du nom sur le dossier au visage du patient. Bouche, dans la ligne du nez, dans la façon dont ses doigts bougeaient faiblement. Une ressemblance qu'elle n'aurait jamais voulu voir. Elle eut un frisson. Et pourtant, elle reprit son travail, balayant autour du lit sans bruit. Le protocole était clair, ne jamais interagir, ne jamais déranger. Mais alors qu'elle se penchait pour ramasser une seringue vide tombée au sol, l'homme ouvrit les yeux. Des yeux d'un bleu glacé, pleins d'une peur ancienne. Il la regarda longuement, comme s'il la reconnaissait, ou comme s'il avait attendu qu'elle vienne. Et d'une voix à peine audible, il murmura « Tu es revenu !» Le seau d'eau se renversa, et le silence du couloir sembla se briser. Clara resta immobile. Le seau, renversé, déversait une flaque d'eau qui glissait lentement vers le lit du vieil homme. Elle sentit ses mains trembler mais ne bougea pas. Le regard de l'homme la clouait sur place. Il n'y avait ni colère, ni peur, juste cette étrange reconnaissance, comme s'il voyait un fantôme qu'il avait lui-même créé. Une infirmière entra soudain, réajusta une perfusion, vérifia les constantes, puis quitta la chambre sans même remarquer Clara. Quand la porte se referma, le silence revint, lourd, presque sacré. « Je suis désolé », murmura l'homme, la voix cassée. Clara crut d'abord qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Elle voulut répondre, dire qu'elle ne comprenait pas, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son cœur battait trop fort, sa gorge brûlait. « Je n'ai jamais su où te trouver », continua-t-il faiblement. Cette fois, elle sentit chaque mot lui fendre la poitrine. Comment pouvait-il savoir? Comment pouvait-il prononcer ces mots? Elle s'approcha, sans savoir pourquoi. Peut-être pour vérifier qu'il délirait, peut-être parce qu'elle voulait entendre le reste. Mais au fond, une part d'elle savait déjà. Elle savait que ce visage, ce timbre, ce nom sur le dossier, tout s'alignait d'une manière trop cruelle pour être un hasard. L'homme toussa, un filet de sang au coin des lèvres. Clara chercha le bouton d'appel, mais il leva la main faiblement. « Non, reste !» Ce mot-là la transperça. Personne ne lui avait jamais demandé de rester.
Le bip des machines accéléra. Dehors, la pluie frappait les vitres, donnant à la scène une lenteur irréelle, presque cinématographique. Elle voulut parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais que dit-on à un père qu'on n'a jamais connu? Que fait-on face à un homme qui vous a laissé naître dans le silence? Alors, elle fit la seule chose qu'elle savait faire, elle prit le chiffon et essuya l'eau répandue, lentement, méthodiquement, comme pour remettre de l'ordre dans le chaos de toute une vie. Quand elle releva la tête, il dormait, ou peut-être qu'il faisait semblant. Ses traits s'étaient détendus, mais ses doigts, eux, serraient toujours la couverture, comme s'il retenait quelque chose qu'il n'avait jamais su donner. Clara sortit de la chambre sans bruit. Dans le couloir, l'odeur d'eau de Javel la frappa à nouveau, familière, presque rassurante. Mais ce soir-là, elle avait l'impression que quelque chose en elle avait changé, qu'un fil invisible venait de se tendre entre deux existences restées trop longtemps séparées. Et pendant qu'elle continuait son travail, une idée folle commença à germer. Et si cet homme disait la vérité? La nuit suivante, Clara ne dormit pas. Le visage du vieil homme hantait ses paupières closes, ses mots, surtout « Je suis désolé ». Personne ne s'était jamais excusé auprès d'elle. Pas une seule fois. Elle s'était habituée à ce monde où l'on ne demandait rien, où l'on ne promettait rien, où le silence tenait lieu de tendresse. Dans sa petite chambre, au dernier étage d'un immeuble gris de la banlieue, elle alluma une vieille lampe à abat-jour déchirée. Sur la table, un album de photographies dormait sous une fine couche de poussière. Elle l'ouvrit avec précaution, comme si elle risquait de réveiller un fantôme. Sa mère y souriait rarement. Les clichés semblaient toujours pris trop tôt ou trop tard, avant ou après un vrai sourire. Clara n'avait jamais connu son père. Sa mère avait simplement dit un jour « Il est parti ». Aucune explication. Aucune rancune visible, juste cette phrase suspendue, lourde, irrévocable. Et tout le reste de la vie de Clara s'était construit autour de ce vide. Enfant, elle posait des questions, puis elle avait compris qu'il valait mieux ne pas en poser. La solitude, à force d'habitude, devient un uniforme que l'on ne sent plus. Elle referma l'album, alluma une cigarette qu'elle ne finit pas, puis regarda par la fenêtre. Le ciel était d'un noir dense. Et dans la rue déserte, un camion de nettoyage passait lentement, faisant scintiller les flaques sous la lumière jaune des lampadaires, la même lenteur que dans les couloirs de l'hôpital. Le lendemain matin, elle retourna au travail, le cœur serré. Chaque pas résonnait dans le couloir, comme si le bâtiment lui-même respirait à son rythme. Quand elle arriva devant la chambre 214, la porte était entr'ouverte. Sur le lit, le vieil homme n'était plus là. Son premier réflexe fut la peur, puis une voix derrière elle. Il a été transféré. C'était l'infirmière de la veille, celle qui n'avait rien vu. « Où ?» demanda Clara. « Un étage plus haut, unité des soins intensifs. Il va. On ne sait pas, mais il vous a laissé un mot. » Un mot. Elle n'avait jamais reçu de lettre de personne. L'infirmière sortit une enveloppe froissée de la poche de sa blouse et la lui tendit. Le papier portait son prénom, Clara, écrit d'une main tremblante, mais étrangement élégante. Elle la garda fermée un long moment, incapable de l'ouvrir. Le papier semblait brûlant, vivant. Dans ce rectangle plié se trouvait peut-être la première vérité de toute sa vie, mais elle ne l'ouvrit pas encore. Au lieu de ça, elle reprit sa serpillière, remplit le seau et retourna dans le couloir. L'eau tiède, le bruit du plastique sur le carrelage, le frottement du chiffon, tout cela la calmait. C'était sa manière de respirer. Et pourtant, cette fois, elle le savait, le sol qu'elle lavait n'était plus le même. Quelque part, à l'étage du dessus, un homme portait enfin le poids d'un passé qu'il avait fui. Le lendemain, la pluie tombait sans interruption sur les vitres de l'hôpital. Chaque goutte semblait retenir son souffle avant de glisser vers le bas, lente, hésitante. Clara, dans son uniforme bleu, passait la serpillière dans le couloir principal. Mais son esprit était ailleurs, dans sa poche, où dormait encore l'enveloppe. Elle ne l'avait pas ouverte depuis hier. Elle avait même tenté de se convaincre que ce n'était qu'une erreur. Un autre patient, une autre Clara. Mais la vérité, aussi discrète soit-elle,
finit toujours par frapper. Elle la pose, elle s'assit seule dans la petite salle du personnel. Le néon clignotait par intermittence. Devant elle, un café froid. Elle posa l'enveloppe sur la table. Ses doigts tremblaient légèrement. Puis, d'un geste lent, elle rompit le seau. À l'intérieur, une seule feuille, jaunie, pliée en deux. L'écriture y était fine, appliquée, presque d'un autre siècle. « Clara, si tu lis ceci, c'est que je n'ai plus le courage de parler. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être pardonné, mais j'ai besoin d'essayer. Je t'ai vu hier. Je savais que c'était toi. Même dans cet uniforme, même dans ce silence. Tu as le même regard que ta mère le jour où je suis parti. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pas un seul jour, mais le monde que j'ai construit, l'argent, les affaires, tout cela a fini par m'enterrer vivant. Quand j'ai voulu revenir, il était trop tard. J'étais devenu quelqu'un qu'un père ne devrait jamais être. Je t'ai cherché, toujours à distance, une main dans l'ombre. Si tu as connu des portes qui s'ouvraient sans raison, des aides anonymes, c'était moi. Je n'avais pas le droit d'approcher. Mais j'étais là. Je meurs d'avoir fui ma propre fille. Pardonne-moi, si tu peux. Si tu ne peux pas, oublie-moi. » Clara resta figée. La lettre tremblait entre ses doigts. Une larme tomba sur le papier, effaçant un mot. Elle relut chaque phrase, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle cesse d'avoir un sens. Ah, juste une initiale. Mais dans cette lettre, il y avait une voix qu'elle n'avait jamais entendue, mais qu'elle reconnaissait au fond d'elle, comme un écho enfoui dans la mémoire d'un autre. Elle sortit dans le couloir, la lettre serrée contre elle. L'hôpital semblait plus froid que d'habitude, comme si l'air lui-même s'était vidé de toute chaleur humaine. En passant devant la chambre 214, elle s'arrêta. La porte était close. Un drap blanc recouvrait le lit, tiré avec une précision militaire, et sur la table de chevet, un gobelet d'eau à moitié plein. Elle s'assit sur la chaise, le regard vide. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensa ni au travail, ni au salaire, ni à la fatigue. Elle pensa à ce qu'aurait été sa vie si un homme, un seul, avait eu le courage de rester. Le silence dans cette chambre pesait plus que tous les bruits du monde. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Le bruit des respirations artificielles, des pas sur le carrelage, des chariots métalliques, tout semblait plus fort, plus proche. Elle revoyait sans cesse la lettre, les mots tracés avec une précision presque douloureuse. Elle savait qu'elle ne trouverait pas la paix tant qu'elle n'aurait pas mis un nom complet sur cette initiale. Le lendemain matin, elle se rendit au bureau des archives médicales. C'était un sous-sol humide, éclairé par des néons vacillants, où les dossiers patients dormaient dans des classeurs en fer gris. Clara connaissait l'endroit, elle y nettoyait souvent le sol. Mais cette fois, elle n'était pas venue pour travailler. Elle attendit que la responsable, Madame Lenoir, sorte fumer sa cigarette quotidienne. Puis, d'un pas tremblant mais décidé, elle s'approcha du vieux ordinateur beige posé sur le comptoir. Elle tapa. Chambre 214. Patient décédé. 14 avril. L'écran clignota. Puis, un nom apparut. Armand Lefebvre, 73 ans. Un nom qui, à lui seul, portait une histoire entière. Dans un coin de l'écran, un détail attira son regard. Statut, fondateur. Groupe Lefebvre Industrie. Clara sentit ses jambes se dérober. Elle connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. Des usines de textiles, des journaux, des fondations caritatives. C'était un empire. Et pourtant, ce soir-là, cet empire s'était éteint dans une chambre d'hôpital anonyme, face à une femme de ménage qui ignorait qu'elle était son héritière. Elle chercha plus loin dans le dossier. Un champ vide, pas de famille répertoriée, pas de visite, seulement un code, confidentiel, classe A. Elle referma doucement l'écran. Ses mains étaient glacées. Elle savait qu'elle venait d'enfreindre une règle. Mais quelque chose en elle, un instinct plus fort que la peur, murmurait que la vérité avait attendu trop longtemps. En quittant le sous-sol, elle croisa l'infirmière-chef, Madame Bernard. Une femme sévère, mais juste.
En voyant Clara, elle fronça les sourcils. « Clara, vous allez bien ?» Clara hésita, puis demanda, la voix tremblante. « Le patient de la chambre 214 ? Il n'avait vraiment personne ?» Madame Bernard soupira. « Cet homme ? Non, personne. Il a refusé toute visite, même quand on a insisté. » Elle marqua une pause. « Mais il vous regardait souvent, plus qu'il ne regardait les médecins, comme s'il vous connaissait. » C'était étrange. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle remercia d'un signe de tête et s'éloigna. Dans le couloir, elle s'arrêta devant une fenêtre. Le ciel de Paris était gris, traversé de nuages lourds. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus invisible. En rentrant chez elle, elle posa la lettre sur la table, à côté d'une photo de sa mère, morte 10 ans plus tôt. Elle murmura « Tu savais, toi, n'est-ce pas ?» Le vent entra par la fenêtre entr'ouverte, faisant trembler le papier, et dans ce léger mouvement, Clara eut l'impression d'entendre une réponse. Le lendemain, la pluie tombait en rideaux sur les vitres opaques de l'hôpital. Les couloirs semblaient avaler le son, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Élise, fatiguée mais fidèle à sa routine, poussa son chariot jusqu'à la chambre 217. Une nouvelle chambre à nettoyer, un autre patient à éviter de déranger. Elle ignorait encore que cette porte marquerait le point de rupture de sa vie. En entrant, elle remarqua d'abord le silence. Pas celui des chambres ordinaires, mais un silence lourd, chargé d'une attente presque religieuse. Le vieil homme allongé sur le lit portait un masque à oxygène. Ses yeux mi-clos semblaient perdus entre la veille et le rêve. Une infirmière termina de vérifier les constantes, hocha la tête et quitta la pièce en glissant à Élise. « Soyez discrète, il n'a plus beaucoup de temps. » Élise baissa les yeux, respectueuse. Elle commença à laver le sol, lentement, méthodiquement. Ses gestes avaient cette douceur inconsciente des gens qui ont appris à vivre en silence. Pourtant, quelque chose dans l'air la troubla. L'odeur de la pièce, un mélange de désinfectant et de vieux cuir, lui rappela quelque chose, une mémoire vague, presque effacée. Le vieil homme remua faiblement. Ses doigts tremblaient. Puis, dans un souffle presque inaudible, il murmura « Claire, c'est toi ?» Élise se figea. Claire, le prénom de sa mère. Elle leva les yeux, le cœur battant. L'homme la fixait maintenant, les pupilles dilatées par l'émotion, ou peut-être la morphine. « Pardon, » souffla-t-il. « Je croyais que tu étais elle. » Élise sentit un frisson lui remonter la nuque. Elle força un sourire gêné, mais ses mains tremblaient. Elle tenta de reprendre son travail, mais les sons, les odeurs, tout semblait se brouiller autour d'elle. Ce visage marqué, cette voix abîmée par les ans, quelque chose en lui semblait étrangement familier. Quand elle termina, elle quitta la chambre, le souffle court. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, ferma les yeux et murmura « Pourquoi j'ai l'impression de le connaître ?» Le soir même, dans la salle du personnel, les infirmières parlaient entre elles. Le type de la 217, un ancien magnate, un de ces patrons qui ont fait fortune à Paris. Il a tout perdu depuis, aucun proche, aucun visiteur. « Et comment il s'appelle ?» demanda Élise sans lever les yeux de sa tasse. « Dumont. Charles Dumont. » Le nom la frappa comme une gifle. Son balai tomba au sol. Charles Dumont. Le nom qu'elle avait lu autrefois dans un vieux dossier jauni que sa mère avait toujours refusé de commenter. Elle sortit précipitamment, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Dans le couloir désert, le son de ses pas résonnait comme un compte à rebours. Elle ne voulait pas y croire. Pas maintenant, pas ici. Mais quelque chose en elle savait déjà la vérité. Le patient mourant de la chambre 217 n'était pas un inconnu. C'était son père. Et il allait mourir avant même de savoir qu'il avait une fille. La nuit tomba sur l'hôpital comme un rideau de velours noir. Les néons clignotaient dans le couloir désert, et Élise avançait, le pas hésitant, ses doigts crispés sur le manche de son balai.
Chaque battement de son cœur résonnait dans sa tête comme un tambour lointain. Elle s'arrêta devant la porte 217, Charles Dumont. Ce nom, elle l'avait répété dans son esprit toute la journée. À chaque fois, il sonnait plus lourd, plus réel. Le nom de l'homme qui avait abandonné sa mère et qui maintenant gisait seul, oublié de tous. Elle entra. La lumière douce des machines dessinait des ombres sur les draps. L'homme dormait, le souffle saccadé, la peau transparente sous les fils et les tubes. Élise resta un moment immobile, observant ce visage dont elle cherchait les traits dans le sien. Il y avait quelque chose, oui, dans la ligne du menton peut-être. Une ressemblance qu'elle aurait préféré ne pas voir. Elle s'approcha. « Monsieur Dumont », murmura-t-elle. Aucune réponse, seulement le souffle mécanique de l'appareil. Elle posa le seau au sol, puis s'assit lentement sur la chaise près du lit. « Je ne sais pas pourquoi je suis revenue », avoua-t-elle, à voix basse. « Peut-être parce que j'ai besoin de comprendre. Vous avez laissé ma mère seule, avec une gamine qu'elle n'a jamais voulu me décrire. Une vie entière de silence, monsieur Dumont. Vous saviez que ce silence, il finit par nous étouffer ?» Sa voix se brisa légèrement. Elle serra les poings. « Je n'ai jamais voulu de votre argent. Seulement, savoir pourquoi. Pourquoi vous n'avez rien dit ?» Un bruit la fit sursauter. Les paupières de l'homme frémirent. Il ouvrit lentement les yeux. « Claire », murmura-t-il encore, confus. « Non, dit-elle, presque dans un souffle. Pas Claire. Élise. » Le nom sembla flotter dans l'air, suspendu entre eux. « Élise » répéta-t-il, comme s'il goûtait chaque syllabe. Ses yeux s'embuèrent. Il tenta de bouger la main, mais son bras tremblait trop. Elle hésita, puis prit cette main ridée dans la sienne. La peau était glacée, fragile comme du papier. « Ma mère vous a connu à Lyon, en 1988. Vous étiez déjà marié, je crois. » Un long silence. Puis il hocha faiblement la tête. « Oui, Claire, je l'aimais. Mais on m'a tout pris si je restais. L'entreprise, ma famille. On m'a dit d'oublier. Alors j'ai obéi. » Des larmes montèrent aux yeux d'Élise, silencieuse. « Et vous l'avez fait. Vous nous avez oubliés. » Charles tourna lentement la tête vers elle, cherchant son regard. « Pas un jour sans y penser, » souffla-t-il. « Pas un seul. Mais je n'ai jamais eu le courage de revenir. » Elle sentit une colère ancienne, presque viscérale, remonter à la surface. Mais face à cet homme brisé, branché à ses machines, elle ne put que soupirer. « Il est trop tard, » dit-elle doucement. Il esquissa un faible sourire. « Oui, mais pas pour toi. » Les machines bipèrent doucement. Il ferma les yeux, apaisé, comme si un poids invisible venait de se détacher. Élise resta là, à le regarder dormir. Le monde entier semblait suspendu à ce souffle fragile. Elle comprit que parfois, la vérité ne guérit pas. Elle apaise juste assez pour qu'on puisse respirer à nouveau. Et dans ce silence, elle fit une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas sa vie se réduire au passé d'un homme mourant. La lettre scellée. Le matin suivant, l'hôpital s'éveillait dans son murmure habituel, le bruit des chariots, les pas pressés des infirmières, l'odeur du café tiède mêlée à celle du désinfectant. Mais pour Élise, tout semblait différent, comme si la lumière elle-même avait perdu sa chaleur. Quand elle entra dans la chambre 217, le lit était vide, les draps soigneusement repliés, la machine débranchée. Charles Dumont n'était plus de ce monde. Elle resta figée, incapable de bouger. Le silence de la pièce pesait plus lourd que n'importe quel cri. Elle se força à inspirer, mais son souffle tremblait. Une infirmière entra doucement, une enveloppe à la main. « Vous êtes bien, Élise, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Il m'a demandé de vous remettre ceci avant de partir. » Élise prit l'enveloppe. Sur le papier, une écriture élégante, légèrement tremblée. « Pour ma fille. À lire quand je ne serai plus là. » Elle s'assit au bord du lit, l'enveloppe posée sur ses genoux. Ses mains hésitaient. Pendant un instant, elle pensa la glisser dans sa poche et l'oublier à jamais. Mais quelque chose en elle refusa le silence, cette fois.
Elle déchira doucement le bord et sortit une feuille pliée en trois d'un papier jauni à la texture presque fragile. « Ma chère Élise, je n'ai pas le droit de t'appeler ainsi, et pourtant c'est ce que j'ai fait chaque jour, dans le secret. Je t'ai vu grandir sans te voir. J'ai lu des journaux, cherché des photos d'école, espéré croiser ton nom quelque part. C'est une punition silencieuse que j'ai méritée. Ta mère, Claire, était la seule lumière dans ma vie d'homme trop lâche pour choisir le cœur plutôt que la fortune. J'ai signé des contrats, bâti des empires, mais je n'ai jamais reconstruit ce que j'ai détruit cette année-là. Tu m'as retrouvé, et dans ton regard, j'ai vu celle que j'aurais dû être. Je n'ai plus beaucoup à t'offrir, mais il reste une chose, un lieu. L'adresse est au dos de cette lettre. Va là-bas. C'est la seule chose que j'ai gardée pour vous, cachée du monde. Tu comprendras. Pardonne-moi si tu peux. Et si tu ne le peux pas, vis. C'est tout ce que je souhaite. Ton père, Charles. Élise ferma les yeux. Les mots vibraient encore dans sa poitrine. Au dos de la lettre, une adresse. Saint-Rémy de Provence. Une maison peut-être, ou une ruine. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas une promesse vide. Elle resta là un long moment, avant de replier soigneusement la lettre. Une infirmière s'approcha, compatissante. « Vous étiez de la famille ?» Élise la regarda, un léger sourire triste aux lèvres. « Non, pas officiellement. Mais au fond d'elle, elle savait que cette nuit avait changé tout. Pas une réconciliation, pas un miracle. Quelque chose de plus rare, un fil ténu, mais réel, entre deux vies brisées. En quittant la chambre, elle lança un dernier regard vers le lit vide. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une direction, un but. Saint-Rémy de Provence. C'était là que l'histoire se poursuivait. La maison de Saint-Rémy. Le train quittait Paris dans un frémissement d'acier et de souvenirs. Élise regardait défiler les paysages par la fenêtre. Les champs dorés, les villages qui s'effaçaient dans la brume matinale, les routes étroites, serpentant entre les collines. Elle tenait la lettre contre elle, comme un talisman. À chaque gare traversée, elle sentait le poids de son passé se délier un peu plus. Quand le train s'arrêta à Saint-Rémy de Provence, le vent chaud du sud la frappa avec la douceur d'un souvenir oublié. Elle suivit l'adresse indiquée au dos de la lettre. Une ruelle étroite bordée d'oliviers, puis un portail en fer forgé, presque englouti par le lierre. Derrière, une vieille bastide dormait, figée dans le temps. Les volets pâlis, les pierres blondes, le silence vibrant. Elle poussa lentement la porte grinçante et entra. L'air sentait la poussière, la cire et le bois ancien. Sur le mur du salon, des portraits effacés, des visages du siècle dernier. Sur une table, une pile de carnets reliés de cuir, couverts de l'écriture familière de Charles Dumont. Elle ouvrit le premier. Journal de reconstruction. Année 1985. Projet. Maison Saint-Rémy. Destiné à Claire et à notre fille, Élise. À elle, si jamais je retrouve le courage de les retrouver. Ses doigts tremblaient. Elle tourna les pages, découvrant une succession de croquis, de plans, de phrases courtes. C'était un journal d'expiation. L'homme qui avait bâti des tours de verre avait, ici, bâti une maison pour deux fantômes. Chaque pierre semblait posée comme une prière silencieuse. Dans un tiroir, elle trouva une boîte métallique. À l'intérieur, une photographie en noir et blanc. Une femme jeune, un nourrisson dans les bras. Au verso, une phrase écrite d'une main assurée, « Le seul moment où j'ai été un homme heureux ». Élise sentit quelque chose se briser doucement en elle. Mais ce n'était pas la douleur, c'était la compréhension. Tout ce qu'il n'avait pas dit à voix haute, il l'avait murmuré à travers cette maison. Les murs, les meubles, les journaux, tout respirait le regret et la tendresse. Elle passa la journée à explorer, chaque pièce révélant un fragment de mémoire. Dans la cuisine, une vieille radio encore branchée. Dans le grenier, une boîte de jouets neufs, jamais ouvert. Et sur le bureau, une enveloppe finale, datée de 3 mois avant sa mort. Élise. Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ce lieu. Je n'ai pas voulu que tu y viennes pour la richesse, mais pour la vérité. Cette maison
t'appartient désormais. Pas pour ce qu'elle vaut, mais pour ce qu'elle raconte. Garde-la vivante, remplis-la de rire, de voix, de lumière, tout ce que j'ai laissé s'éteindre. Les mots lui serraient la gorge. Elle posa la lettre sur la table, regarda autour d'elle et sentit pour la première fois que le silence n'était plus vide. Le soleil déclinait, projetant sur les murs des reflets d'or et d'ombre. Le chant des cigales s'élevait, discret, presque respectueux. Élise sortit dans le jardin et s'assit sous un olivier. Le vent faisait danser les feuilles, comme une respiration lente. Elle pensa à lui, non pas comme au père qu'elle avait perdu, mais comme à l'homme qu'elle venait de rencontrer. Trop tard, certes, mais enfin vrai. Le crépuscule s'étendait, et au cœur de cette maison silencieuse, quelque chose renaissait. La lettre non envoyée. L'aube arriva sans qu'Élise ait dormi. Elle s'était assise à la grande table du salon, une tasse de café froid devant elle, entourée de carnets, de lettres et du murmure du vent qui traversait la maison. La lumière douce filtrait à travers les volets, découpant sur les murs les ombres paisibles des oliviers. Tout semblait suspendu, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre son cours. Elle prit une feuille blanche. Son père avait écrit tant de mots qu'elle n'avait jamais lus. C'était à son tour, maintenant. La plume tremblait dans sa main, mais son cœur, lui, était calme. « Papa, tu ne m'as jamais vu grandir, et pourtant je sais maintenant que tu m'as cherché. Tu as bâti cette maison comme une confession, pierre après pierre, pour racheter ce que les mots n'avaient pas pu réparer. J'aurais voulu te dire que je te pardonne, mais ce mot me paraît trop petit pour ce que je ressens. Je te comprends, et c'est plus grand que le pardon. » Les larmes tombèrent sans bruit sur le papier. Elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe, mais ne l'adressa à personne. Elle la plaça simplement dans la boîte métallique, à côté de la photo en noir et blanc, et referma le couvercle doucement, comme on ferme un livre que l'on connaît par cœur. Dehors, la lumière dorée du matin baignait la façade. Les volets claquaient doucement dans le vent tiède. Elle fit le tour du jardin, caressant les pierres, les fleurs sauvages, la rambarde de fer rouillée. Chaque détail semblait respirer la présence d'un homme qui, enfin, avait cessé de fuir. Les mois qui suivirent, Élise resta à Saint-Rémy. Elle repeignit les volets, répara le toit, nettoya les vitres. Mais surtout, elle ouvrit la maison, pas à des acheteurs, pas à des curieux, à des gens comme elle, ceux qui avaient perdu quelque chose, quelqu'un, et cherchaient un lieu où se souvenir sans douleur. Ils l'appelèrent la maison du pardon. Les visiteurs y laissaient des lettres, des objets, des photos, et dans un coin discret du salon, sur une table ancienne, reposait toujours la boîte métallique. Personne n'y touchait, mais tout le monde savait qu'elle était là, comme un cœur silencieux, battant encore. Un jour, une journaliste anglaise vint l'interviewer. Elle lui demanda « Pourquoi avoir gardé le nom de Dumont, malgré tout ?» Élise sourit, un sourire doux, presque amusé. « Parce qu'il n'a pas su être un père, mais il m'a appris ce que c'est que d'être humain. » La caméra s'éloigna lentement, capturant l'image d'Élise marchant sur le chemin de gravier entre les oliviers. Une silhouette simple, vêtue de blanc, éclairée par le soleil couchant. Le monde continuait, mais quelque chose, ici, avait enfin trouvé la paix. Le plan final montrait la maison, tranquille, baignée de lumière. Les cigales chantaient. Le vent portait une odeur de lavande et de poussière ancienne. Et sur la porte d'entrée, gravée dans le bois, 2 initiales à peine visibles, CD, ED. Puis le silence. Pas le silence du vide, le silence de ceux qui se sont enfin entendus, même trop tard. Et quand le silence a envahi le couloir, il ne restait plus que le son du balai glissant lentement sur le carrelage. Ce même son qui avait accompagné toutes ces nuits de solitude, toutes ces pensées sans réponse. Sauf que cette fois, elle savait. Chaque coup de balai, chaque pas effacé par la cire, c'était une caresse donnée à son propre père, cet homme qu'elle n'avait jamais connu et qu'elle avait lavé du monde, sans même savoir qu'il était son sang. Elle avait passé des années à nettoyer les traces laissées par les autres, croyant qu'elle n'avait pas d'histoire, qu'elle n'était qu'une silhouette invisible dans la lumière crue d'un hôpital. Mais au moment où il a expiré son dernier souffle, elle a compris.
Certaines vies se croisent, non pas par hasard, mais parce que le destin a besoin de fermer un cercle, doucement, sans bruit. Peut-être que le pardon ne se dit pas. Peut-être qu'il se murmure dans un geste simple, dans un seau d'eau, dans un dernier regard. Et toi, si tu avais su, aurais-tu fait la même chose? Écris en commentaire, le destin ne se trompe jamais. Dis-le si toi aussi. Tu crois que certaines vérités ne se découvrent qu'au moment où il est trop tard. Et avant de partir, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette histoire pour que personne n'oublie que même les âmes les plus simples portent parfois les fins les plus grandioses.